J'étais journaliste au Monde à l'époque, il y a 1 an et demi, et je faisais un reportage à l'hôpital Hadassah à Jérusalem, et j'avais des rendez-vous avec des médecins généticiens israéliens, et c'est là où on a commencé à parler des maladies génétiques qui frappaient les Juifs. Alors ça m'a beaucoup intéressé, et puis ils ont ajouté qu'il y avait des maladies génétiques différentes qui frappaient de manière tout aussi forte la population musulmane, à la fois les Arabes israéliens, mais aussi bien les Arabes palestiniens des territoires dits occupés. Et donc ça m'a complètement fasciné, d'autant qu'en plus dans la salle d'attente de l'hôpital Hadassah, dans ce service de génétique pédiatrique, il y avait les deux populations qui étaient rassemblées, qui attendaient de consulter. Donc on voyait aussi bien des juifs orthodoxes avec un bandin sur les genoux que des femmes palestiniennes toutes habillées de noir avec juste la figure dévoilée, avec le même bébé ou enfant sur les genoux. Et les deux populations se faisaient face dans l'attente de consulter un médecin qui pouvait être indifféremment juif, musulman ou chrétien. Et j'ai trouvé ça totalement fascinant, et donc j'ai commencé à enquêter sur ce sujet. Quels symptômes, quelles maladies est-ce qu'on trouve chez ces personnes? Écoutez, c'est difficile de dire parce qu'il y a une base génétique qui a été constituée il y a une demi-douzaine d'années aujourd'hui en Israël et qui recense pour l'ensemble des communautés ethniques de ce petit pays plus de 500 maladies génétiques. Alors il y a des maladies plus importantes que d'autres. La maladie de Tay-Sachs, c'est une maladie neurodégénérative qui existe très fort chez les juifs ashkénazes. Il y a la thalassémie qu'on retrouve aussi bien chez les musulmans que chez les juifs orientaux. Il y a des dizaines et des dizaines de maladies que personne ne connaît à part les spécialistes, tellement elles sont rares, mais elles ont toutes pour origine la consanguinité dans les relations matrimoniales. Voilà, donc il y a pas assez de brassage dans ces populations, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que pour les Juifs aujourd'hui, même s'ils vivent dans des sociétés modernes, je veux dire, même si la vie juive s'est reconstituée aujourd'hui massivement aux États-Unis, en Israël et un petit peu en Europe, je veux dire, les Juifs laïcs vivent dans des sociétés modernes et ouvertes. Donc, mais ils sont néanmoins les héritiers de leur histoire. C'est-à-dire que on a beau être une juive américaine, professeure d'université ou avocate ou travailler dans le cinéma à Hollywood, si la grand-mère de cette femme est née à Cracovie dans le ghetto de polonais il y a une centaine d'années, eh ben elle est l'héritière de cet héritage génétique, disons, de sa grand-mère, et souvent à son insu. Donc, si cette américaine totalement adaptée au monde moderne rencontre quelqu'un qui est originaire de la même région de Cracovie, eh ben leur rencontre risque de tout d'un coup de devenir une rencontre génétique à risque, parce que les deux pourraient bien être porteurs des mêmes gènes récessifs, des maladies qui s'étaient constituées dans les ghettos juifs de cette région de Cracovie. Chez les musulmans, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que quand on dit maladie génétique, c'est-à-dire, moi je parle des maladies génétiques nées des mariages consanguins, c'est-à-dire que le fait de s'être marié sur des générations entières avec sa cousine germaine ou avec quelqu'un de sa famille, ou dans le cousinage large ou rapproché. Et chez les musulmans, c'est pareil, c'est-à-dire que comme ce sont des sociétés rurales, pour ne pas partager la terre, eh ben pour éviter que l'héritage soit éclaté, eh ben on marie les enfants entre cousins germains. Et ça depuis des dizaines et des dizaines de générations. Et c'est ce phénomène de cousinage matrimonial renforcé sur le temps, pendant des siècles, qui fait qu'aujourd'hui, on assiste à un nombre très important de naissances avec d'enfants victimes de maladies génétiques. Alors, est-ce qu'il y a une solution à ce problème? En quoi la génétique peut aider ces personnes aujourd'hui? Alors, la génétique, on accumule aujourd'hui des connaissances de manière absolument fabuleuse. Mais cette accumulation de connaissances ne se traduit pas encore par des traitements curatifs. Il faut espérer qu'il va y en avoir à l'avenir, mais en plus, le deuxième problème, il est économique, c'est que ces médicaments seraient faits pour des populations de malades très restreintes. Donc, c'est des recherches coûteuses et qui ne sont pas toujours lancées pour cette raison. Donc, aujourd'hui, l'une des techniques majeures, c'est le dépistage anténatal, c'est-à-dire au moment où une femme tombe enceinte de son enfant. En Israël, il y a des programmes gratuits de dépistage génétique pour déceler si le fœtus est porteur des principales maladies. Et à ce moment-là, il y a deux solutions qui s'ouvrent à elle. C'est soit elle décide de conserver si son enfant est malade,
elle peut décider, pour des raisons religieuses, parce qu'elle est contre l'avortement, de continuer à vivre avec, et les médecins à ce moment-là tenteront de l'accompagner autant que possible. Ou bien, si elle n'est pas religieuse pratiquante, elle peut se voir offrir une interruption volontaire de grossesse. Alors c'est très pratique. L'IVG est très pratiqué dans la société laïque israélienne. Je veux dire, il y a aujourd'hui il doit y avoir 20 000 avortements par an en Israël. Sur ces 20 000 avortements, il y en a 20% qui sont liés à des naissances d'enfants qui sont liés au fait que les fœtus étaient porteurs de malformations congénitales ou de maladies graves. Mais le problème se pose évidemment pour les populations qui sont pratiquantes, que l'on soit juif orthodoxe ou musulman pratiquant, le refus de l'avortement est exactement le même. C'est-à-dire que une femme ne peut avorter que si l'enfant qu'elle porte met sa vie en danger. Et dans ces cas-là, il ne faut pas s'étonner si le risque génétique est aujourd'hui beaucoup plus important dans les populations arabes, aussi bien israéliennes que palestiniennes, et que chez les juifs orthodoxes. Moi, ce qui m'a intéressé de voir, c'était de voir comment chaque communauté religieuse réagissait par rapport à la maladie et par rapport à ce problème de l'interruption volontaire de grossesse. Et j'ai été fasciné de voir que chez les juifs orthodoxes avaient imaginé une solution pour régler le problème sans recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Il y a une trentaine d'années, aux États-Unis, le rabbin Joseph Eckstein a eu ses 4 premiers enfants qui sont morts de la maladie de Tay-Sachs, qui est une maladie, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, extrêmement grave, où l'enfant décède avant sa 5e année. Et donc, le chagrin l'a incité à chercher une solution. Puis il a tapé à toutes les portes. Il s'est aperçu qu'au sein de la communauté, chaque famille avait un problème de maladie cachée, parce que on ne mettait pas les maladies de ses enfants sur la table. Et donc il a frappé à toutes les portes et il a dit il faut faire quelque chose. Et le système qu'il a imaginé, qui est aujourd'hui en vigueur et qui fonctionne très très bien, c'est un système on dépiste les candidats au mariage avant même qu'ils ne se marient, c'est-à-dire qu'on leur fait un un prélèvement sanguin. L'association que le rabbin Eckstein a créée garde le résultat des dépistages pour elle. Elle remet à chaque personne à qui un prélèvement sanguin a été effectué un numéro d'identification qui lui est ordonné de conserver précieusement. Et quand ce jeune homme veut se marier, avec son numéro d'identification, il téléphone à l'association, sa future épouse en fait autant, les deux communiquent leur numéro et un programme informatique leur dit s'ils sont porteurs des mêmes gènes récessifs et si leur union est porteuse d'un risque de naissance d'enfants qui potentiellement malades. Et à ce moment-là, si le mariage est jugé à risque, on leur déconseille formellement de se marier. Alors, c'est une forme d'eugénisme, d'une certaine manière. C'est une expérience qui est unique au monde. Hein. Ça n'existe nulle part ailleurs. Mais le résultat est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, la maladie de Sachs est quasiment éradiquée, aussi bien en Israël qu'aux États-Unis, dans le monde orthodoxe. Voilà, donc les autorités ont pris en mesure ce problème. Yves Mamou, une dernière question. Je rappelle le nom de votre livre, Israël, les maladies des religieux, un regard décalé sur le conflit israélo-palestinien. En quoi est-ce que ces maladies apportent un regard nouveau sur ce conflit ? Alors c'est une bonne question, et parce que j'ai fait un petit chapitre pour montrer que la santé n'échappait pas au conflit. Je veux dire, mais en même temps, ce qui m'apparaissait intéressant, le sous-titre est peut-être un peu flou. J'aurais dû dire un regard décalé sur les belligérants du conflit israélo-palestinien, parce qu'il me semblait que la santé permet de comprendre un peu mieux le comportement des uns et des autres, et que en tout cas, ça permet de comprendre le relatif immobilisme des sociétés musulmanes, parce que je vous parlais de l'association Dor Yeshorim tout à l'heure, qui est une espèce d'investigation pour tenter de contourner, de régler un problème de santé sans recourir à l'interruption de grossesse. Et les musulmans sont plus conservateurs, c'est-à-dire que leur religion est quand même très, très pesante et leur interdit même de rechercher une solution comme ça. Si un enfant est malade, c'est la volonté d'Allah et il faut accepter ça. Alors il y a une fatwa qui a été dictée en 2000 à Jérusalem, qui autorise, dans certains cas très précis, une femme à pratiquer une interruption volontaire de grossesse si elle est porteuse d'un fœtus malade. Mais force est de constater aujourd'hui qu'en Israël, aussi bien en Israël que dans les territoires occupés, eh bien, les femmes arabes refusent de pratiquer un test de dépistage au moment où elles sont enceintes, parce que
presque mécaniquement, en cas de résultat positif, la solution de l'IVG pourrait s'imposer. Et donc, pour éviter d'avoir ce choix, elle préfère ne pas savoir.